Quand on voit comment c'est traité dans le monde anglo-saxon, surtout aux États-Unis, Ah ouais, mais tu n'en reviens au pas. Canada aussi, là, c'est ça, C'est hein? vraiment, tu as l'impression que c'est deux planètes différentes, quoi. Il y a le correspondant du Washington Post à Paris qui a écrit un article sur l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, ça ne ressemblait absolument. Enfin, tu lis l'article, tu as l'impression que c'est un autre événement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il le décrit grosso modo comme le fruit d'une bavure policière, quoi. Oh, ouais, knife attack ends with. C'est Ouais, ça, c'est comme il y a une attaque au couteau, la personne a été tuée par la police. exactement. Police, police kills. Oh, ouais, c'est vraiment. Donc, La nouvelle, c'est la police a tué l'actualité, c'est quelqu'un ça. qui tenait un L'actu, couteau dans la rue, là. c'était une bavure policière contre l'assassin de Samuel Paty, quoi. Et donc, c'est vraiment deux mondes différents. Et il y a un intellectuel allemand, d'ailleurs, qui enseigne aux États-Unis, qui l'explique, enfin, qui explique bien pourquoi il y a cette incompréhension, Mmh. cette différence de Hmm. vision. Et c'est là où ça peut nous intéresser en tant que protestants, c'est que dans la logique américaine qui est influencée par ces études et cette façon de voir, si tu fais partie d'une catégorie qui est discriminée, tu es forcément la victime. Mhm. Tu ne peux Mhm. pas être l'auteur. Donc si tu es réfugié, si tu es musulman, si Ouais, tu es d'un arrière-plan socio-économique plus fragile, tu es forcément une victime. ouais. Et donc c'est très difficile, même pour les journalistes, de, voir de raconter les choses différemment, en fait. Donc, alors qu'en France, on va dire, ben, voilà, c'est un enseignant. Comment est-ce qu'on peut assassiner un enseignant, le décapiter dans la rue? Pourquoi? Parce qu'à la suite d'un cours sur la liberté d'expression. C'est Mhm. vraiment Mhm. tout un autre arsenal idéologique, Mmh, en fait. mmh, mmh. Mais qui sont quand même un petit peu poreux, hein, Oui, bien sûr. différents arsenals, parce qu'on parle de plus en plus de cancel culture, on Ouais. parle de plus en plus, hein, en termes de culture de victimisation et ça a traversé aussi, l'Atlantique, tout comme les idées de Lyotard, Derrida et Foucault avaient traversé dans Ah le ouais. sens inverse, avant. Mhm. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes paradigmes. Bah, justement, notre grande question sociétale en ce moment, cette loi, enfin ce projet de loi sur les séparatismes, ou plutôt contre les séparatismes, qui maintenant devient un projet de loi confortant les principes républicains. Il y a aussi là tout un jeu de langage qui serait très intéressant à étudier avec le prisme des réflexions de Foucault avec le pouvoir du langage Ouais. et le langage du pouvoir. Mais on ne va pas faire une capsule sur la linguistique ou la philosophie du langage. Quoique. En tout cas, c'est quand même un projet de loi qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois. Et là, voilà, il change de nom parce que le but n'est pas non plus d'avoir une politique contre, mais d'avoir une politique pour. Sauf que l'un dans l'autre, on en vient à craindre pour l'école à la maison qui va vraisemblablement être interdite pour la rentrée prochaine, qui est quand même un gros changement en France. Et puis, une augmentation des contrôles des associations, notamment des associations religieuses, qui revient en fait à faire une révision de la loi 1905 pour les associations cultuelles, et donc de revenir sur une loi qui a déjà un siècle, tout ça pour essayer de prévenir le terrorisme islamiste. Donc, il y a énormément de choses en fait dans ce grand projet de loi. Donc, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre et ça fait beaucoup parler. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'analyser avec vos regards de politologue? Je pense que l'aspect de la langue, en fait, est assez important. Et l'analyse du discours, évidemment, il ne faut pas se perdre dans les vicissitudes de la philosophie du langage, mais une chose que j'ai apprise, en fait, et qui peut aider à comprendre la suite des événements, l'enchaînement des événements qui en est arrivé à ce changement de titre de loi, c'est le vent de réaction violente qu'il y a eu vis-à-vis de la France dans le monde arabe et dans le monde à majorité musulmane, euh, à cause de cet enchaînement
non seulement du procès Charlie Hebdo et la célébration des caricatures du prophète de l'islam. Ensuite, un discours du président de la République visant le séparatisme islamiste, je vais y revenir. Et puis ensuite, de nouveau, cette célébration, cette recélébration hyper emphatique de la caricature, non pas seulement de la liberté d'expression, pas seulement du dessin satirique, mais de la caricature et de la caricature religieuse, célébration du blasphème. C'est un fait. Les mois d'octobre et de novembre, c'était des mois qui ont été les théâtres de ce type de réaction. Alors, dans le monde à majorité musulmane, il y a un problème de langue, c'est-à-dire que séparatisme islamiste a été interprété comme dans la traduction du terme en arabe, a été interprété comme séparatisme islamique ou, en d'autres termes, séparatisme des musulmans. Et donc, par solidarité quelque part, un grand nombre de musulmans se sont sentis offensés qu'un État comme la France les vise toute une population et toute une religion. Alors, si on mélange ça à la célébration des caricatures du prophète de l'islam, c'est qu'il ne faut pas être déluré pour avoir l'impression qu'on est pointé du doigt. C'est ça qui a mené le président à faire une interview à Al Jazeera, qui a été retransmise dans le monde arabe pour faire comprendre tout ce qui se passait et donc terminer sur ce changement de nom de la législation. Moi, j'ai toujours peur des législations à la va-vite. J'étais assez rassuré en écoutant, parce que j'ai écouté le discours des Moreau, donc ce fameux discours explicitant la lutte de la France contre le séparatisme islamiste, pardon. Ouais, je m'en mêle les pinceaux moi-même. Mais je me suis rendu compte, et en cherchant, que c'était le fruit d'à peu près une année et demie de travail quand même, hein, et de recherche sur le terrain. Donc c'était une proposition législative qui était fondée sur des éléments sur des preuves, en fait, et sur une réflexion qui s'était faite sur le long terme. Là, il y a un revirement. En l'espace de 4 ou 5 semaines, on va nous pondre autre chose, un autre texte qui a d'autres fondements juridiques et qui va avoir des effets collatéraux sur l'enseignement à domicile, sur les libertés des associations, c'est sacré hein, dans une démocratie, hein, les libertés des associations. Et là, je me demande si l'opinion publique n'a pas raison en fait de la raison, en fait, de la raison publique. On n'arrive plus à se poser pour réfléchir. On se dit oh là là, il faut changer notre approche. Il faut adopter des lois un petit peu à la va-vite, sans réfléchir aux conséquences sur le long terme. JC, avec ton regard du coup de Nord-Américain, est-ce que vous en parlez beaucoup dans la presse? Est-ce que Oui. c'est une question aussi qui vous questionne et qui fait peur de votre côté de l'Atlantique? Je crois que on regarde qu'est-ce qui se passe en France. C'est quand même intéressant parce que, par exemple, un autre élément révélateur de ce qu'on appelle les deux solitudes au Canada, donc la solitude francophone et la solitude anglophone. Le premier ministre québécois, après ces attentats, a appelé le président français, a soutenu son discours aussi sur cette question-là, alors qu'il a été critiqué par le premier ministre canadien. Puis les partis, donc le gouvernement québécois et les partis, nous qu'on appelle séparatistes, mais le séparatisme québécois, c'est une autre chose. Le parti séparatiste à Ottawa a demandé au premier ministre de s'excuser et puis de reprendre ses paroles par rapport au président français, puis de soutenir, de dire que non, on ne peut pas dire qu'il y a une limite à la liberté d'expression. On ne peut pas dire ou laisser sous-entendre que que ce genre de geste-là est justifié ou en tout cas compréhensible. Donc, premièrement, il y a vraiment cette approche-là. Chez les francophones et chez les anglophones au Canada, cette question-là est autant vue de manière différente.
Maintenant, cette question-là, par contre, de comment est-ce que l'État peut commencer à interdire l'école à la maison, de restreindre certaines libertés religieuses. Pour nous, ici, c'est quand même assez choquant. Et ça, chaque fois que je vais en France et que je discute avec des Français, pour moi, c'est frappant à quel point il y a comme une compréhension du rôle du citoyen et de l'État qui est complètement aux antipodes de ce qu'on connaît en Amérique du Nord. Quand j'ai appris que, par exemple, on appelle ça des travailleurs autonomes, vous appelez ça des auto-employés ou auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, que c'est tout à fait récent, le phénomène d'auto-entrepreneur en Europe, puis qu'avant, les citoyens étaient obligés de se placer dans une relation d'employeur-employé la plupart du temps. Pour nous, c'est comme un héritage du Moyen-Âge, du serfage. C'est comme, tu ne peux pas laisser un serf déconnecté d'un seigneur. C'est un vagrant, un vagrant qu'il faut ramener à son manoir seigneurial pour qu'il travaille. Donc, cette idée-là que l'État se donne le droit, par exemple, d'interdire l'école maison, se donne le droit d'interférer dans la manière dont les cultes sont organisés. Nous qui sommes il faut l'admettre, on est dans un système légal anglo-saxon depuis le 18e siècle, où, dans le fond, on part de la prémisse que le citoyen a tous les droits, sauf ceux qui sont explicitement restreints. Pour nous, c'est frappant de voir la République qui va dire, voici les droits qu'on va accorder aux citoyens et ceux qu'on n'accordera pas aux citoyens. Et ça, il faut que l'auditoire comprenne que cette approche-là est fondamentale à la manière aussi dont les anglo-saxons vont percevoir toute cette question-là du séparatisme et les francophones.